Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un animateur télé et surtout animateur radio sur les ondes de France Bleu et de plus en plus comédien, on va en parler, puisqu'on le voit de plus en plus sur les planches, vous l'avez peut-être reconnu. Laurent Petit-Guillaume est notre invité. Bonjour. Bonjour Laurent. C'est un plaisir d'être ici. Oui, Ouais, j'aime bien. c'est un plaisir très de vous confort. accueillir en tout cas. Mm. Oui, parce Ouais, qu'on c'est va, bien. on va en reparler, parce que la télé, c'était pas forcément toujours votre truc. C'est vrai. Ouais, On c'était en pas parlera ce que je tout de suite. préfère dans la vie. Mais bon, ça a été quand même une aventure formidable. Peut-être qu'elle redémarrera demain, on ne sait jamais. Bah oui. Bon, on sait pas. Faut En tout avancer cas, comme en ça. ce moment, c'est sur les planches surtout. On vous voit de Ah ouais. plus en plus sur les planches, Ouais. avec joie d'ailleurs. Vous venez de terminer une tournée Mm. de votre dernier spectacle signé Laurent Ruquier. Si c'était à refaire, où vous campez un chirurgien esthétique qui C'est vrai. s'appelle le docteur Jouvence, bien C'est nommé. vrai. Et vous refaites un peu de tout, les nez, les seins, Ah, je refais tout. d'un tas de dames qui viennent vous voir, qu'elles soient connues ou moins connues. Oui, puis je les rate C'est un en peu le général. pitch. C'est mieux. Pour que ça soit drôle, il faut que je les rate un peu. La morale étant que, bon, finalement, c'est pas si mal d'être comme on est aussi de temps en temps. Exactement. C'est ça, la morale ? Exactement. Oui, c'est vrai, c'est la morale. Si tant est qu'il y ait une morale, vraiment, c'est une comédie. Hein. Donc c'est une succession de scénettes avec des personnages un peu exubérants, drôles de leur personnalité et ensuite de la situation. Il y a une histoire avec une secrétaire qui, bien évidemment, tombe amoureuse du chirurgien, mais qui n'est pas vraiment secrétaire. Mais ça, nous ne l'apprendrons qu'avant la fin de la pièce. On va pas tout dévoiler. Non, non, non. Et ça reprend à la rentrée. Parce que Oui, là, ça reprend à la rentrée. Mais là, c'est surtout le plaisir sur la scène et du plaisir que vous transmettez. Ça a toujours été votre rêve de gosse, ça, non ? Cette scène-là, sur les planches. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé avec Laurent Ruquier, alors, enfin, sur cette dernière pièce en particulier, et ouais. comment ça a pris. Enfin, on sent une La joie comédie, sur scène. c'était quelque chose de possible. Non, d'impossible, mais de possible. Moi, quand j'ai grandi dans un milieu où il n'y avait pas de comédien et de comédienne, où l'avenir, c'était pas obligatoirement le théâtre, voire même pas du tout, c'était quelque chose de l'ordre de, même pas du rêve, je regardais ça de loin avec des yeux éblouis, j'aimais le cinéma, j'aimais la télé, j'aimais le théâtre, j'aimais les spectacles en général, mais je ne pouvais pas imaginer pendant très longtemps, une seule seconde, qu'un jour je franchirais ce cap-là. Non, c'était pas possible, parce que, je sais pas, c'est culturel. Moi, j'ai été élevé en banlieue parisienne, il n'y avait pas spécialement des cours de comédie dans le coin où j'habitais, mais ça me faisait un petit peu rêver quand même. J'étais amateur de films et de comédie. J'y ai pensé plus tard. Et quand la radio est venue dans ma vie totalement par hasard aussi, heureux hasard, là je me suis dit, bah tiens, maintenant que je gagne ma vie grâce à la radio, je vais peut-être prendre des cours de comédie parce que peut-être que ça améliorera mes performances en radio. Mais pas du tout, finalement. Des cours de diction, Oui, mais non, pas du tout. parfois des liens. Parce que finalement, la radio, on ne joue pas un rôle. Tandis que, effectivement, le théâtre et la comédie, on joue un rôle. C'est ça qui est plaisant. Et il faut bien distinguer les deux, d'ailleurs. Il ne faut pas mélanger les deux. On va revenir sur l'expérience radio juste après. Juste sur cette pièce-là, Ouais. c'est Laurent Ruquier qui est venu vous voir avec... Non. Comment ça s'est passé ? C'est un producteur qui, pour la première fois, parce que j'avais déjà joué un petit peu à droite, à gauche, en amateur, puis un petit peu plus professionnel, mais vraiment dans des petites productions, voire autoproduction. Parce que pour moi, c'était l'école de la rue, j'allais dire. C'était l'apprentissage qui me manquait, l'expérience qui me manquait. Donc j'ai accepté beaucoup de choses avant, avec des amis, avec des gens que je ne connaissais pas qui sont devenus des amis. Et puis enfin, un jour, il y a un producteur un petit peu plus solide qui m'a appelé, qui m'a proposé quelque chose, à mon grand étonnement d'ailleurs. Hein. Et j'ai tout de suite dit oui, parce que Laurent Ruquier, parce qu'une comédie, et c'est ce que j'aime, et puis parce que ces gens-là me faisaient vraiment confiance et me le montraient, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Dans nos métiers, on va souvent chercher, où on attend qu'on nous appelle, et là vraiment, tout était aligné. Donc j'ai dit oui. C'est une reprise. La pièce a été jouée il y a une dizaine d'années, à Paris notamment, avec beaucoup de succès. C'était Pierre Palmade qui jouait le rôle du chirurgien esthétique et Isabelle Mergo, la secrétaire. Ça a été un gros succès. Et ce producteur-là a décidé de reproduire cette pièce et de la vendre, entre guillemets, dans des théâtres un petit peu partout en France. Et ça aussi, c'est ce que j'aime. Aller voir les gens,
Je l'ai fait énormément dans mon métier, je l'ai fait énormément en tant qu'animateur. Et là, du coup, je repartais dans des villes que je ne connaissais pas, ou parfois que je connaissais, à la découverte de théâtres magnifiques, parce qu'on a un tissu culturel en France qui est vraiment richissime, d'endroits, de lieux, avec des gens qui se battent pour que ces lieux existent, et ça aussi, ça me fait plaisir. Donc tout est réuni. Je fais rire les gens, c'est ce que j'aime, enfin en tout cas, je les divertis. C'est la raison première pour laquelle je fais tous ces métiers. C'est une pièce de qualité, parce que Laurent Ruquier, c'est pas n'importe quoi. Je suis bien entouré, avec des gens qui font attention à nous, comédiens, comédiennes, et ça marche. Que demander de plus? Et si c'était à refaire, c'est le nom de cette pièce, un chirurgien esthétique. C'est vrai, quand on lit un peu votre parcours personnel, parce que vous êtes très honnête par rapport à ça, on se dit qu'il n'y a pas, peut-être pas de hasard. Vous avez vous-même une histoire avec la chirurgie esthétique? Ah oui, j'ai refait mes paupières. Non, mais c'est pour ça que je me permets, parce que je sais que vous en avez parlé, vous êtes très naturel et cool par rapport à ça. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que j'adore ça. les étoiles se sont alignées, mais peut-être qu'il y avait aussi une histoire qui fait que... J'ai 2 copines très proches qui ont eu des fiancés chirurgiens esthétiques. Et les conversations qu'on a eues m'ont passionné, parce que je trouve cet univers passionnant. Et quand on vous raconte qu'effectivement, tiens, tu vois telle ou telle personne que tu vois à la télé là, ben je lui ai refait ça. Ah bon, mais j'aurais jamais imaginé. Parce que souvent on remarque ceux ou celles qui ont fait des choses ratées. Mais quand c'est réussi, ça se voit pas. Et puis je sais pas, je trouve qu'ils ont une façon d'aborder ce métier, les chirurgiens esthétiques, vouloir à tout prix embellir tout le monde, c'est quand même, d'abord psychologiquement, ils sont bizarres quand même, de vouloir à tout prix embellir tout le monde. Mais il y a un côté magique, quoi. Et puis, ils font du bien aux gens quand c'est réussi. Donc, et tous, bizarrement, enfin, j'en ai rencontré 3. Tous, comme souvent les médecins, en général, ils ont un côté artistique. Ils ont une passion à côté, qui peut être la musique. Voilà, les 2 auxquels je pense sont des passionnés de musique, jouent de la guitare, chantent en douce. Donc, j'aime bien cette double casquette qu'ils ont. Donc, du coup, on me propose un chirurgien esthétique. Moi, la chirurgie esthétique, j'en parle quand vous voulez. Je peux vous raconter ce qu'on m'a fait aux paupières et pourquoi j'ai fait ça. Ça ne me gêne pas du tout. Hein. Ça se voit pas. Hein. Non, ça se voit pas. En plus, j'ai des lunettes. Et pourquoi? C'était effectivement pour... Parce que je trouvais que... d'abord parce qu'ils me l'ont... un des 2 m'a dit, tu devrais faire les paupières. D'accord, allons-y. Bon, plus, non, pas encore. Peut-être, hein. On va passer à la radio, justement. Ah ouais. Là, on vous voit pas, mais on vous entend. Oui. On vous voit surtout, on vous entend surtout sur Radio Bleu avec 2 émissions. France Bleu. Qu'est-ce que j'ai dit? Radio Bleu. Non, c'était le nom il y a très longtemps. Il y a très longtemps. France C'est inscrit Bleu. dans votre mémoire. Sans doute. Je ne suis pas toute jeune. Avec l'animation de Paris Express, il faut peut-être que je fasse faire les paupières, les oreilles. Entre 11h et midi, oui, un question-réponse. Ouais. Et les week-ends, c'est le Mac des loisirs, entre Oui. 13 et 14h, où là, vous êtes entouré de chroniqueurs, vous parlez justement de théâtre, de cinéma. Télé, littérature. Vous aimez les 2, hein. À la fois, vous aimez le jeu, question-réponse, les jeux, et vous aimez la culture. Je suis en phase avec ce que j'aime depuis 2 ans maintenant sur France Bleu. Donc je suis en phase. En ce moment, je fais vraiment les 2 choses que j'aime, et en plus je joue au théâtre. Donc incroyable. Il y a des périodes comme ça dans la vie où on se dit, j'ai attendu longtemps. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Hein. J'ai attendu longtemps, mais ça y est. Vous récoltez. Je récolte. Tout à fait. Vous avez beaucoup semé, travaillé. Oui. Vous récoltez. Oui, j'ai beaucoup, comme vous dites, semé. Hein. C'est pas évident parce que moi, je me suis jamais limité, comme vous l'avez compris, à une seule activité, la radio. J'aurais pu. Mais la télé est arrivée, j'ai dit oui. Présenter des spectacles, j'ai dit oui. Commencer à jouer un peu la comédie à droite, à gauche, dans des téléfilms, des séries, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et beaucoup de reproches, notamment. J'ai eu beaucoup de reproches de gens du métier, comme on dit. Tu fais trop de choses différentes les unes des autres. Et alors? C'est un métier qui aime bien mettre des étiquettes. Oui. Moi, étiez, j'ai fait avec, voilà, je suis passé de l'un à l'autre. Tout est possible, la preuve, je l'ai fait. Mais la magie de la radio, c'est qu'on peut tout faire passer avec la voix. Et ça, je l'ai appris avec d'autres personnes avec qui j'ai travaillé. Et l'importance de la voix, de toutes nos intonations, de tout ce qu'on veut faire passer. Alors on peut
faire passer des choses puissantes, un peu pas naturelles. Enfin, on peut faire passer beaucoup de choses. Mais quand on est naturel en radio, là, il se passe quelque chose, c'est que les gens, d'un seul coup, ont l'impression qu'ils deviennent presque nos amis, quoi. Il y a un vrai lien. Quand on est sincère, naturel, comme moi je le suis dans le jeu. Mais en revanche, si j'ai envie de provoquer quelque chose avec ma voix, je peux le faire. S'il y a la caméra, non. Non, parce que le visage trahira. La voix, c'est magique. On peut faire passer ce qu'on veut. Du bonheur, même quand on est très malheureux. C'est souvent ce qui nous arrive en radio. On peut avoir des gros soucis personnels. On peut avoir mal dormi. On peut être malade. Le micro, enfin le rouge du micro s'allume. Paf, on est quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, on est soi bien. Donc voilà, c'est ça ce qui me plaît en radio. Et sur les planches? Sur les planches, on joue un personnage. On joue un personnage. Donc, est-ce qu'on y met peut-être aussi du quelqu'un sien de radieux, de joyeux, ce qu'on n'est pas forcément. Oui. Alors, par exemple, ici, dans cette pièce, ce qui est très rigolo, c'est que je pique des colères énormissimes. Je ne pensais pas pouvoir, dans ma vie, être autant en colère et le montrer comme ça. Ce n'est pas mon style. D'être, ça ne vous arrive pas? Ah ben non. Non, j'ai du mal à être en colère. En tout cas, je joue mal le colérique. Là, je suis obligé de me mettre vraiment en colère, mais je sors de mes gonds, comme on dit. Et ça a impressionné d'ailleurs 2-3 fois les personnes qui sont venues me voir, qui me connaissent bien. Ils m'ont dit, mais est-ce que tu as été chercher ça, quoi? Je disais le personnage. La pièce d'avant, c'était une pièce où je jouais un type complètement fou, exubérant, qui passait qui était bipolaire. Donc, qui passait de la déprime genre, à extravagant, hurlant sa joie et tout. Ça, j'ai adoré le faire aussi. C'est pas du tout mon caractère. Bon, tous les comédiens vous le diront, pourquoi on fait ce métier? Pour être quelqu'un d'autre. Des personnages de composition. Ouais. C'était un vrai jeu, cette colère, vous l'avez pas? Ah non. Si, je peux me mettre en colère. Mais pas comme ça. Je hurle pas. Moi, je pense que je fais une colère sourde. Je rentre en moi et j'ai du mal à le montrer, à crier. Non, c'est pas mon genre. Laurent, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Ouais. C'est la partie où je m'éclipse. Donc, on passe de la télé à la radio un petit peu, puisque il n'y aura pas de micro, mais pas d'interlocuteur en face. Et je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les éclairer. Très bien, je suis prêt. À tout de suite. À tout de suite. Laurent, petit Guillaume, ça va? Très bien. Tout à l'heure. Ouais, je suis bien. Bon, parfait. Je vous propose mes 4 mots. Voici le premier. Regardez. Le mot Sacha. Pas Sacha Distel, mais ça me rappelle une marque de chaussures. Et oui, c'est une sacrée histoire, ça. Finalement, c'est très important dans ma vie, les chaussures. Alors là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça a été mon premier job, comme on dit. Et finalement, ça a été aussi presque un stage de formation qui a dû durer. J'ai dû travailler chez Sacha au moins 2 ans, 2-3 ans. Alors, pour plein de raisons. D'abord parce que c'était un magasin très branché, comme on disait dans les années 80. Des Halles, voilà, où il y avait toute une clientèle de jeunes filles hystériques de cette marque. C'était vraiment la marque à la mode des étudiantes, des jeunes filles qui ne voulaient même pas acheter de chaussures, elles voulaient le sac pour aller à l'école avec le sac Sacha. Et c'était très rigolo, cette clientèle. Et puis à côté, il y avait une clientèle un peu plus adulte et assez chic, parce qu'il y avait 2 collections. Teenager, enfin jeune, et puis un peu plus cher, un peu plus chic. Et attention à ce que je vais dire. Et on était à côté des Halles, on était un des premiers magasins branchés du Forum des Halles, enfin en dehors du Forum des Halles. Et à côté, il y avait la rue Saint-Denis, donc j'avais aussi une clientèle de... Comment s'appellent ces jeunes femmes qui travaillent dans la rue Saint-Denis? Bon, bref. Donc c'était vraiment très rigolo. Et moi, j'étais un vendeur. Alors, je n'avais pas du tout eu envie d'être vendeur dans ma vie. C'était arrivé par hasard. On m'avait dit, tiens, tu cherches du boulot, il cherche un vendeur chez Sacha. Bien, j'y vais, c'est léal, c'est moderne, c'est top. Et j'étais un vendeur un peu rigolo. C'est-à-dire que quand les clientes rentraient, pas au début, mais j'avais une directrice de cette boutique qui m'avait dit avec l'accent du Midi, attention,
quand tu vois la cliente derrière la vitre, là, elle regarde la vitrine, fais attention, elle va t'embêter. Et là, je reste poli. Et elle va te demander les pires trucs. Donc vraiment, tu l'accueilles, mais pas sympa. Ah bon? C'est ça la vente? Oui, oui, comme ça, elles ne t'embêteront pas. Donc du coup, moi, je jouais ça. Je jouais la cliente rentrée, je voyais bien qu'elle regardait dans la vitrine. Tiens, 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 tiens. Elle poussait la porte, j'ai dit bonjour. Oui, j'aurais voulu essayer. Oui, alors quoi? Eh bien, parce que je jouais un jeu. Je jouais un jeu. Alors au début, ça a pu choquer 2-3 clientes, puis après, elles adoraient ça. Plus je les maltraitais, plus elles aimaient ça. Et elles téléphonaient à la boutique en disant, il est là, Laurent, demain? Alors c'est moi qui décrochais en général. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que ce soit lui qui s'occupe de moi. Je ne sais pas s'il sera là. Hop, je raccrochais. C'est fou, hein? Donc du coup, je gagnais hyper bien ma vie. Vous faites très bien les deux personnages, d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Non, mais j'étais sur une scène de théâtre. Voilà pourquoi C'est je ça. raconte tout ça. Pour moi, j'étais sur une scène de théâtre. Il y avait des boutiques à la mode à côté qui commençaient à être à la mode, qui m'habillaient. Maritier François Girbeau, par exemple, qui me prêtait des fringues. Comme ça, les gens disaient « Waouh, qu'est-ce que c'est que cette veste? Qu'est-ce que c'est que cette chemise ?» C'est en face, c'est des gens qui démarrent. Et moi, je jouais la comédie toute la journée. Donc finalement, ça a été mon premier apprentissage d'animateur. Et je gagnais tellement bien ma vie qu'un jour, lorsque le monsieur qui a créé Skyrock m'appelle pour me dire « Bon, Laurent, là, ça suffit de travailler sur cette petite radio parisienne, ça s'appelait La Voix du Lézard, bénévolement, je vais créer une radio qui va s'appeler Skyrock, on aura de l'argent, je vais donner des salaires aux gens, ah bon, pour faire de la radio, et moi, je te propose de faire l'après-midi. Ah bon? Non, non, mais moi, je vends des chaussures, là, c'est très, très bien. Non, 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 mais tu feras 3 heures d'émission par jour ou 4 heures, et je te donnerai un salaire. T'es sûr? Moi, dans ma tête, ça ne marchera jamais, son histoire de Skyrock. Et puis, finalement, il a été persuasif et il m'a quand même posé une question importante. Il m'a dit, écoute, tu gagnes combien en vendant des chaussures chez Sacha? J'ai un peu gonflé. Il m'a dit, je te donne plus. Et j'ai commencé la radio comme ça, mais... Il y a un mot de la fin. Je suis allé voir le patron de la boutique et je lui ai dit, écoute, le type là, il veut m'embaucher à la radio, il veut que j'en fasse tous les jours, il va me donner un salaire. Je ne suis pas sûr que ça marche son histoire de Skyrock. Si jamais ça ferme dans 1 mois, 2 mois ou 6 mois, je peux revenir vendre des chaussures? Pas de problème. Je suis resté 11 ans à Skyrock. Jolie histoire. Et cette rencontre de Sacha, de ce magasin de chaussures, ça s'est passé comment? Parce qu'à l'époque, vous étiez en banlieue parisienne, c'est ça? Ah oui, Au oui, oui, oui. Blanc-Ménil? Moi, j'habitais la banlieue nord. Je commençais à fréquenter un tout petit peu des gens dans la musique. Parce que je me disais, quand même, ce milieu de la musique qui me passionne. J'avais des collections de disques. J'arrivais dans les petites radios de banlieue parisienne avec mes disques. J'ai connu des petites radios où vraiment on était 4 ou 5 à faire marcher la radio dans un appartement. Vous avez des frères et sœurs? Oui, à cette époque-là, j'avais déjà des frères et sœurs. Ah, oui, oui, j'étais en train de réfléchir. Oui, oui, je vivais encore chez mes parents avec mon frère, mon demi-frère. J'ai plusieurs demi-frères et demi-sœurs. Tout le monde s'entend bien? Oh, on va dire oui. Oh, mais c'est très compliqué, la famille, hein. Mon père a fait des enfants beaucoup à droite, à gauche. Ma mère a été beaucoup plus raisonnable. Mais là, je vivais chez ma mère et mon beau-père avec mon frère. Je disais pas trop que j'avais envie de travailler dans le monde de la musique parce que je ne savais pas ce que j'allais y faire. J'étais pas chanteur, j'étais pas musicien, j'avais pas du tout l'objectif de faire de la radio à part en amateur mon métier. C'était pas possible, c'était pas envisageable à ce moment-là. Il n'y avait pas encore toutes ces radios qui payaient. Donc, mais je savais pas. Je fréquentais des musiciens, des groupes. Puis petit à petit, oui, effectivement, j'arrivais dans des petites radios en disant « J'amène mes disques, je suis passionné, je peux parler de musique devant le micro. » Et je le faisais. Mais pour moi, c'était un passe-temps. C'était pas un métier envisageable. Jusqu'au jour où il y a eu cette histoire. Alors, du coup, je voulais quand même gagner ma vie. Et un jour, il y a le membre d'un groupe de rock parisien, de pop parisienne. Je discute avec lui, on était amis. Et puis, je lui dis moi, je cherche un petit boulot et tout. Il me dit moi, tu sais, la musique, ça me rapporte pas grand-chose. Je suis vendeur chez Sacha et j'abandonne mon poste. Si tu veux, je te présente. Voilà, c'est arrivé comme ça. Par la musique, quand même. Oui, la musique, c'était un univers qui me passionnait. Je collectionnais des disques, j'allais beaucoup aux concerts, je fréquentais les petits groupes parisiens. On allait dans une boîte derrière l'Olympia qui s'appelait le Rose Bonbon, où chaque soir, il y avait des groupes amateurs qui jouaient. Donc j'avais plein de copains qui étaient dans des petits groupes comme ça.
C'est là où a démarré Indochine, on était copains. C'est là où a démarré le groupe Taxi Girl, on était copains. C'est là où on voyait les Rita Mitsuko qui n'étaient pas du tout copains, qui n'étaient pas du tout connus. Et moi, j'étais copain un peu avec eux. Voilà, il y en avait d'autres qu'on a oubliés, mais c'était un petit milieu parisien. Certains ont réussi. Indochine, ça se passe plutôt bien quand même. Beaucoup, oui. Même si malheureusement le frère de Nicolas nous a quittés quelques années plus tard. Et là, lui, je l'aimais beaucoup d'ailleurs. Mais moi, j'étais là. Je ne savais pas trop. Je savais que c'était... Alors, je me disais, journaliste dans la presse écrite musicale ? Bah oui, mais bon... Et pas être dans ces groupes-là, avec eux, en non. tant que musicien, Je me voyais chanteur. plus, à la limite, à un moment donné, ça m'avait titillé, comme on dit, plus m'occuper d'eux, être manager, voilà, m'occuper des autres. Ça, c'est mon truc. Donc, je me voyais bien manager d'un groupe. Mais bon, manager d'un groupe, là aussi, c'était très bénévole. Hein. Mais pourquoi pas ? Ça aurait pu. Oui, je pense que j'aurais pu devenir manager d'un groupe. M'occuper des autres, c'est toujours une façon pour moi de m'épanouir. Alors, pourquoi pas ? Et là, j'aurais réuni les deux choses qui m'intéressaient à l'époque, s'occuper des autres et la musique. Mais Sacha est arrivé, et la radio ensuite. C'est fou, hein ? On va parler peut-être de ça avec ce deuxième mot que je vous propose, le mot image. On reparle aussi un peu de ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir la pièce de théâtre, les planches, la chirurgie esthétique, les apparences en fait. Ouais. Et ce rapport à l'image et aux apparences. Alors je vais vous dire, moi l'image, là tout de suite je pense à la télé. Et je vais peut-être vous faire une confidence, mais je l'ai peut-être raconté un peu, mais pas souvent. Quand on est venu me chercher pour exploiter mon image à la télé, moi j'étais à la radio, ça me convenait très bien. Et M6 démarrait, aller chercher des animateurs, des animatrices à droite, à gauche. Donc évidemment, le vivier, la radio, c'est formidable. Puis on était des petites vedettes de radio. Skyrock, Énergie, Fun, tout ça, les jeunes animateurs, on devenait des vedettes, tout du moins grâce à la radio. Donc M6 est venu me chercher, m'a proposé une petite émission, puis une plus importante. Et un jour, je me suis regardé. Je ne voulais pas me regarder. Je me suis regardé parce que le producteur de l'émission que je faisais là, vraiment au tout début m'a dit « il faut quand même te regarder et tout par rapport à comment tu te tiens, etc. etc. » Et je me suis regardé, je m'en souviens très bien, et là j'ai dit « j'arrête. Ça ne me plaît pas du tout cette image-là. Ce mec-là que je suis en train de regarder, je déteste tout. Physiquement, tout. J'ai dit « ah non, là, c'est pas possible. » En plus, bon, c'était le début, alors j'avais pas encore un impact au niveau du public. Les gens venaient pas dans la rue me dire « ah, c'est super » et tout. Donc j'ai arrêté. Je suis allé voir Gérard Pulicino, qui était mon producteur à l'époque, et je lui ai dit « non, mais là, la télé, c'est pas mon truc, je suis désolé, l'image, non. » Donc j'ai arrêté. Il était très en colère. Ça s'est moyennement passé avec M6. Mais quelques mois plus tard, ce même Gérard est revenu. Il avait conçu un jeu. Vraiment, c'est lui qui avait eu l'idée de ce concept. Ça s'appelait Zigo Musique. Et c'était un jeu à base de musique, avec des candidats tous les jours, des ados. Il y avait un décor formidable qui correspondait un peu à ce que j'aimais, notamment au cinéma. J'avais des vestes et des costumes qu'on me proposait de porter qui correspondaient tout à fait à ce que j'aimais. Et le jeu était formidable. Et là, je me suis habitué à mon image. Mais j'ai eu du mal, toujours, même les dernières émissions, il y a quelques années, là, je faisais sur France 3, je ne me regardais pas. J'aime pas trop. Est-ce que j'aime mon image ? Je suis bien obligé de l'accepter, mais de là l'aimer, non, c'est comme ça. Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je fais attention à mon physique. Que je trouve que je suis mieux aujourd'hui que quand j'étais plus jeune. Le type qui s'envoie des fleurs. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je me trouve mieux maintenant que quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Parce que j'ai plus de 50 ans. Voilà, c'est ça. Le rapport à l'image, le voilà. Vous voulez en savoir plus ? Non, oui, c'est intéressant. Mais en revanche, l'image, c'est aussi la perception que les gens ont de moi. Là, on quitte l'enveloppe
En général, ce qu'on me dit, de ce qu'on perçoit de moi par la radio, par la télé, et après quand on me parle de mes petites performances au théâtre, on rencontre les gens beaucoup, hein. Moi, le public, je l'ai toujours rencontré. Les tournées avec les spectacles, là le théâtre, à la sortie de la radio, dans la rue tout le temps, parce que je prends les transports en commun, donc il ne se passe pas une journée sans qu'on me parle pas... si, peut-être une journée, mais on me parle beaucoup de ce que je fais. Eh ben, j'aime bien l'image que je rends. Alors, on va quitter les apparences. On vit une époque pleine d'apparences, d'ailleurs. Oh oui. Peut-être trop, pour vous? Les réseaux sociaux Écoutez, il faut faire avec, hein. Il y a effectivement un nombre incalculable de façons aujourd'hui de montrer son image et de la déformer. Hein, je parle des réseaux sociaux avec tous les trucages qu'on peut pour améliorer son visage, c'est rigolo. Mais enfin bon, j'espère que la nouvelle génération qui utilise beaucoup ces outils-là ne va pas vivre à travers à 100%. Hein. La réalité, une fois qu'on a rangé le téléphone ou Internet... il y a beaucoup de réalité virtuelle quand même aujourd'hui. Alors passons de l'image à ce troisième mot, qui est le mot solidarité, qu'on a déjà effleuré un peu tout à l'heure, quand vous disiez que vous aimiez vous occuper des autres, et vous vous en occupez beaucoup, et très bien. Vous êtes un homme de cœur, parrain de beaucoup d'associations. Oui. Humble, mais citons-les. Oui, alors bon, mon histoire avec le monde associatif, elle a démarré vraiment concrètement avec l'association Petit Prince. Un jour, en lisant un petit article dans un magazine, cette association veut d'être créée il y a 34 ans maintenant. Et puis, ils expliquaient ce qu'ils faisaient très facilement. On réalise des rêves d'enfants malades, bien sûr. Et moi, je les ai contactés en disant, écoutez, je fais de la radio, je fais de la télé, je fais un jeu à la télé qui est plutôt beaucoup regardé par les jeunes. Si je peux vous aider, appelez-moi. Voilà. S'il y a un enfant qui rêve de venir sur un plateau télé ou à la radio, appelez-moi. Il y a aussi l'association Rêve de gosse, c'est un peu dans le même sens. Oui, voilà, exactement. Donc on s'est rencontrés et on ne s'est jamais quittés. Et donc je suis passé de parrain à ambassadeur, et d'ambassadeur aujourd'hui à un rôle le plus important. Je fais partie du conseil d'administration, je prends les décisions avec le conseil sur toutes les grandes décisions qu'a à prendre les petits princes, et je suis secrétaire général, voilà. Mais je suis l'évolution de cette association depuis le début, qui est passée de toute petite dans un appartement à très grande, avec une centaine de bénévoles permanents, pour réaliser des rêves d'enfants, pratiquement un par jour, pour réaliser les rêves les plus fous, pour soutenir et aider les hôpitaux, parce que maintenant on a des projets également pour financer des choses dans les hôpitaux, toujours pour les enfants. Voilà, c'est devenu quelque chose de très grand, mais tout en restant très familial et tout en étant toujours dirigé par les mêmes personnes depuis le début. Et c'est ça que je trouve bien, c'est que le but est toujours le même, l'ambiance est toujours la même. Et voilà, on fait très attention à tout, ça s'est bien évidemment professionnalisé. On a augmenté nos moyens, nos partenaires, les gens qui nous aident. On n'a toujours pas de subvention, on fonctionne avec nos propres moyens et on est devenu vraiment presque une institution, en tout cas reconnue d'utilité publique en France. Mais vous êtes solidaire et généreux, Laurent Petit-Guillaume. Si vous voulez. Mais pourquoi ne pas l'être ? C'est ça que je pose la question. Pourquoi ne pas l'être ? Le don de soi. Moi, comme je vous le dis, j'ai toujours fait ce métier. Bon, vous me parliez de l'époque de Skyrock. On est dans les années 90. C'est une époque épouvantable pour toute une jeune génération. Il y a cette maladie horrible qui s'appelle le sida, qui fait peur à tous ces jeunes qui démarrent dans la vie, qui ne savent pas trop, parce qu'on ne savait pas. Même au début, on ne savait même pas du tout d'où ça venait, comment l'attraper. Et nous, à la radio, tous les soirs, parce qu'à l'époque, je faisais... de la libre antenne, comme on dit maintenant. Tous les soirs, on avait des gamins qui nous appelaient pour rigoler, mais qui derrière le rire, le sourire, l'humour, il y avait quelque chose, on sentait bien qu'il y avait... je peux vous parler de quelque chose ? Oui, t'as rencontré une fiancée ? Oui, mais... Et là, on sentait qu'il y avait une crainte, et ça a duré des années. Et nous, hommes et femmes de radio, à l'époque, j'étais en binôme avec une femme formidable, qui avait un surnom Super Nana. Super Nana. Nous, on était là, on savait ce que c'était, parce que moi, je l'avais vérifié. On faisait aussi partie d'une association qui allait dans les écoles à l'époque, une association qui s'appelait Eduxida, et on nous trimballait dans les écoles qui le voulaient bien, et toutes ne le voulaient pas, pour venir faire un exposé sur où en était la médecine
vis-à-vis de cette fameuse maladie dont tout le monde parlait et qui effrayait tout le monde. Parce qu'il y avait sida égale relation amoureuse ou relation sexuelle, mais ça avait un lien avec l'amour quand même. Et quand on est jeune ou ado et qu'on commence à avoir un petit peu des envies, mais il y avait ce truc-là au-dessus. Imaginez l'épée de Damoclès épouvantable. Eh bien, nous, à la radio, tous les soirs, on sentait ça et on en parlait ouvertement et on disait, voilà ce qu'on sait, voilà où en est la science, voilà où en est la médecine. Donc, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Point. 4e mot, Laurent Petit-Guillaume, spiritualité. Oui, très important. Très Vous important, êtes la sur spiritualité. une chaîne de la spiritualité, de la religion KTO. Oui. C'est un rapport avec la solidarité. Voilà. Parce que quand on réfléchit un peu à ce que l'on doit faire sur Terre, eh ben, la solidarité fait partie sans doute de notre mission sur Terre. Le court instant qu'on passe sur Terre, on se doit de faire des choses, d'essayer de se comporter bien. On peut faire des bêtises, on peut faire des écarts. Ça, j'en ai fait sans problème. Mais si on peut faire le bien, puisqu'on nous fait du bien, on nous fait vivre, on a la chance d'être vivant, eh ben, essayons aussi de faire du bien, le maximum, dans notre vie. Et la spiritualité, c'est... alors, c'est un mot qui regroupe tellement de choses. Et moi, c'est... le rapport à la spiritualité, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Vraiment. J'ai toujours été attiré par les images religieuses. Je ne suis pas du tout dans une famille... j'ai fait ma communion, ma mère m'a obligé, vraiment obligé, mais j'aimais bien. J'étais gamin, j'avais l'impression qu'on me racontait une histoire merveilleuse. Et ensuite, cette histoire merveilleuse, elle s'est transformée en grandissant et elle est devenue totalement autre chose. Et j'ai toujours été passionné par le Christ, par son parcours, par son histoire et par toutes les religions en général. J'ai étudié toutes les religions. J'ai même suivi des cours de méditation transcendantale indienne. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les religions sont nées et où elles sont nées. Et ça, c'est magique et c'est merveilleux, parce que c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de notre regard sur dès qu'on peut ouvrir les yeux et voir ce qui nous entoure. Et tout est tellement magique autour de nous qu'on ne peut pas comprendre tout. Donc, du coup, on a inventé, l'homme avec son intelligence, c'est vrai, les premiers hommes ont inventé le dieu du vent parce que le vent, ils ne le comprenaient pas. Le dieu du soleil parce que qu'est-ce que c'est que cette boule? Et puis la nuit. Alors ça, la nuit, ça m'a toujours fasciné parce que je me suis toujours dit, je regarde la nuit, je regarde les étoiles, ça va jusqu'où? Je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Parce que ça s'appelle l'infini. C'est absolument impossible pour l'intelligence humaine de comprendre ce qu'est l'infini. Donc il y a autre chose. Et c'est ce qu'on appelle Dieu. Sinon, on ne peut pas répondre. Alors, et puis récemment, très récemment, moi je me suis toujours, voilà, j'ai toujours été, voilà ma base. L'infini ne peut pas être compréhensible pour moi, l'infiniment petit aussi, puisqu'on n'y est toujours pas arrivé. Donc il y a Dieu. C'est obligatoirement, c'est la seule réponse que je peux avoir. Mais quel Dieu? Alors il existe sous différentes formes sur notre planète. Et si ce n'est pas les mêmes dieux dans certaines régions du monde, bah, c'est peut-être parce que la perception du vent en Inde n'est peut-être pas été la même qu'en Amérique du Sud ou qu'en Europe. Donc peut-être que nous aussi, on s'est créé nos dieux du vent, hein, au temps des Gaulois, par exemple, ou des Romains, ou des Grecs. Et puis ensuite, il y a des gens qui sont devenus des ambassadeurs, des grands ambassadeurs pour répondre à nos questions spirituelles. Bon, bah, nous, on a adopté Jésus, parce que l'histoire de Jésus, elle est merveilleuse, mais il y en a d'autres. Il y a des prophètes qui sont tous formidables. Et quel est leur rôle sur Terre? Peut-être nous aider à mieux vivre toutes ces incertitudes qui font c'est affolant et puis ça fait peur. Ben voilà, heureusement, cette idée de se dire qu'il y a quelqu'un qui nous guide, qui fait qu'on avance et qu'on avancera peut-être dans d'autres dimensions après, ben c'est ça, c'est ce fameux Dieu. Et récemment, j'ai lu un livre passionnant d'un confrère, tourangeau en plus, comme moi, qui s'appelle Harry Roselmack. Et Harry, vous le connaissez tous, hein, Harry Roselmack, c'est un passionné justement de tout ce qui se passe au-delà de notre univers. Il a écrit un livre absolument passionnant, mais complètement incompréhensible pour moi qui ne suis pas un scientifique. Heureusement, il m'a dit, lis ce livre et tu verras,
Il y a des paragraphes pour les gens comme toi qui ne sont pas du tout des scientifiques. J'essaie de vulgariser. Et puis, il y en a d'autres, tu peux les laisser tomber. C'est pour les scientifiques. Ok. Donc, j'ai lu ces petits paragraphes. Et son idée, elle rejoint la mienne. C'est-à-dire qu'un jour, il y a eu le Big Bang. On ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Et maintenant, on a cet univers, après cette explosion, qui ne fait que grandir et s'allonger. Mais jusqu'où? Et qui décide de cette vitesse à laquelle? Qui décide d'un seul coup que on découvre de plus en plus que ça s'élargit? Et les trous noirs, on ne sait pas ce que c'est. Et ça s'élargit. Mais jusqu'où et pourquoi? Ben, c'est Dieu. Ça me plaît comme réponse. Ça vous va? C'est une réponse partagée aussi par certains scientifiques. Oui, mais les scientifiques, ils répondent. Je ne sais plus, j'ai lu un jour, il y a un scientifique très connu qui a dit à partir du moment où on réfléchit à l'infini, on devient religieux, on devient croyant. Ça me va bien. Je crois qu'Einstein lui-même je crois. avait posé à peu près les mêmes phrases. Ouais. Eh ben, ça me plaît bien parce que moi, ça fait partie de ma vie. Je prie. J'ai ma petite médaille de la rue du Bac, hein, où je vais de temps en temps. J'adore aller rue du Bac, à la médaille miraculeuse de la rue du Bac, parce qu'il y a des messes en langue étrangère et j'aime beaucoup voir l'impact de ces messes sur différentes communautés qui sont là. C'est très beau, c'est très beau. Il y a des messes toute la journée rue du Bac, j'aime bien. Je m'adresse beaucoup à Marie, hein, même quand je prends l'avion. À chaque fois que je prends l'avion, je prie Marie. Et pratiquement du décollage jusqu'à temps qu'on puisse enlever la ceinture. Voilà. Le Christ est en moi. Oui, mais alors vous allez rigoler, mais vous ne moquez pas. Hein. J'ai un tatouage du Christ sur moi. Ah oui? Où ça, sans indiscrétion? Là. Vous pouvez le... Mais oui, mais parce qu'à un moment donné, j'étais bête et jeune. Pour moi, le Christ, c'était une star. Oui, Jesus Christ Superstar. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous montrer ce tatouage, s'il vous plaît, Laurent Petit-Guillaume? Vous êtes sûr? Bah oui. On sait bien parce que c'est caté. Ah oui. Merci. La honte. Il est un peu effacé. Encore un peu plus. Oh. Ah bah oui. Incroyable. Bon oui, mais c'était une époque où pour moi... On n'a pas pu faire le zoom. Vous voulez faire le zoom encore? Oh. C'est un beau tatouage. On voit l'auréole du Christ. Ouais. Il est un peu passé, hein, parce que je le voulais tout petit. On le voit bien. Oui, on le voit très bien, super. Bon, mais attention, j'étais pas du tout aller à l'église et prier le Christ tous les jours. Je vais de temps en temps à la messe, j'adore les messes. Et... je ne sais pas pourquoi j'adore les messes, mais parce que j'ai l'impression de voir... moi, le curé, quand il devient aussi une vedette qu'on écoute bouche bée, c'est merveilleux. Ce sont des grands animateurs. Puis ils sont tellement fascinants parfois, pas tous, hein, parfois. Non, tout ça pour vous dire que ça, c'est peut-être une erreur de jeunesse. C'est pas très sérieux. Pour moi, le Christ, c'était Jésus-Christ Superstar. C'est un type qui est absolument génial et tout. Il a emmené tout le monde avec lui. Rock'n'roll. Il n'y a pas trop de spiritualité là-dedans, on est d'accord. Vraiment, pardon auprès de ceux qui ont une autre vision du Christ. Depuis, je me suis rattrapé, je vous promets. Bon, d'ailleurs, je suis allé à Jérusalem, alors j'ai fait mon pèlerinage. La preuve. Mon principe à moi, si nous sommes dans une terre, comme on dit, où catholique, oui, où le catholicisme est la religion la plus courante chez nous, même si les musulmans sont très importants. Mais j'aurais pu être musulman, hein, parce que j'ai étudié également... en fait, j'ai étudié toutes les religions. J'ai étudié la Torah, enfin bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais toutes ces religions m'ont intéressé à un moment donné. Mais je me suis dit, écoute, toi, tu viens d'une famille qui est née là depuis pas mal de temps quand même. Quand j'ai fait mon arbre généalogique sur plusieurs générations, on est dans terre en France. Et donc, je pense que si cette religion, elle est en France, chez nous, bien ancrée, c'est qu'elle doit correspondre un petit peu, elle doit être dans ton ADN. Voilà, vous voyez ce que je veux dire?
ou pas? Oui. Et je pense qu'il y a des religions qui sont nées dans des endroits dans le monde, il faut qu'elles le restent. Et si elles sont nées dans ces endroits-là, ça a une très grande importance. Et c'est très difficile d'emmener sa religion dans d'autres pays. Alors après, c'est vrai que par exemple, les musulmans ont beaucoup voyagé. C'est d'ailleurs assez passionnant comment cette religion a voyagé. Et c'est une religion de voyage, donc elle a pu s'implanter dans beaucoup de pays. Et elle est évidemment très bien accueillie en France quand elle est faite de la manière dont je l'ai étudiée, on est bien d'accord. Donc, et elles peuvent toutes vivre ensemble, ces religions. C'est ça qui est épouvantable, mais pourtant, il faut le dire, c'est tout à fait possible. On a tellement de points en commun, tellement de valeurs en commun. Vraiment, quand vous allez à Jérusalem, mais moi, je me suis senti bien partout. Partout. Voilà, je suis allé partout. Vous y étiez quand? Alors, un an avant le Covid, la référence maintenant. Et vous conservez toujours le petit bracelet. C'était bracelet? après le Covid, en 2019. 2019. Et vous conservez votre bracelet 5 ans après? Ben oui, il faut pas l'enlever, paraît-il. Non, mais il peut se briser. Oui, mais on est quand même protégé s'il se brise tout seul. Un peu superstitieux? Ouais. Beaucoup. Pardon. Oh, j'ai honte de ce que je dis. Oh là 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 là, mon Dieu. Et cette médaille de la rue du Bac qui vous accompagne, ça fait combien de temps? Longtemps. Autour de votre cou? Longtemps. Est-ce qu'on peut la voir? Ah bah bien sûr. Alors vous allez voir, attention. Mon pauvre Laurent, attention à vous. On vous déshabille. Alors, je vais vous montrer. Bon, j'ai évidemment la médaille de la rue du Bac, mais à côté, j'ai cette petite médaille. Vous la voyez ou pas? Pardon. Oui. Et c'est une. Ça a été acheté à Jérusalem. Non, Jérusalem. Il y a les 3 religions. Hmm. Voilà. Et c'est très important. Ouais. Hop. Voilà. 2 médailles qui vous protègent? Peut-être. Oui, si je les porte, c'est que je pense qu'elles me protègent. Pour l'instant, moi, je pense que je suis surtout protégé par ma grand-mère qui est là-haut et d'autres personnes qui sont là-haut qui ont été très importantes dans ma vie. Ça, je ne le sais pas. Ça, je le sais. Alors là, j'ai aucun doute. Ça, j'ai aucun doute. Tout ce qui m'arrive, c'est... Voilà. Vous êtes guidé, protégé. 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 Vous sentez leur présence? Ah oui, oui. Régulièrement, quotidiennement? Non, mais ça, je sais. Il n'y a aucun problème. Quand il se passe quelque chose d'inattendu, quand ça ne va pas bien, quand ça ne fonctionne pas comme ça fonctionne, je m'adresse à au moins 4 personnes, dont ma grand-mère qui est morte à 106 ans et demi. 106 ans et demi? Quel bel âge! Il y a longtemps? Oui, elle disait tout le temps, en plus elle avait beaucoup d'humour, elle disait tout le temps, ça va quand même pas durer 107 ans. Et c'est le cas. Voilà. Donc oui, ça, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a des gens qui utilisent le mot d'ange gardien. Moi, je pense que oui, il doit y avoir. Je les sens. J'oublie pas leur voix. J'oublie pas le visage. Je m'adresse à elles parce que ce sont elles et on rigole bien. Voilà. Oh, qui ne fait pas ça? Peut-être pas tout le monde fait ça. Bien sûr. Oui, après, bon... Non, mais je suis fasciné, moi, par les... Je suis assez... ça me fascine les gens qui ne croient en rien. Je les respecte beaucoup. Hein. Mais ils ont beaucoup de chance. Mais à chaque fois, je dis, t'as déjà réfléchi à l'infini? Non, moi, je crois en rien. Mais t'as déjà réfléchi à l'infini? Pourquoi tu me dis ça? Réfléchis. Vous allez me prendre pour un cinglé. Bon, enfin, c'est quand même Harry Roselmack qui m'a mené à ça. Vous devriez l'inviter. Il est déjà venu. Ah, alors vous savez tout ça. Il est déjà venu. Et il nous a raconté pas mal de choses. Ah oui. Ah non, mais de l'infini. Et bon, on arrive au terme de cette expansion, tout ça. Quelqu'un qui dit... Il y a l'infini et il y a le fini. Mais oui, la et finitude. Mais oui. Laurent Petit-Guillaume, comment vous l'appréhendez, cette finitude?
Ben, écoutez, je l'appréhende. Bon, je sais ce que c'est, hein, de partir. J'ai vu des gens partir horriblement. Horriblement. Mon père est en soins palliatifs en ce moment. J'ai vu partir ma grand-mère à 106 ans et demi. Elle en avait un peu marre. J'ai vu des gens partir brutalement, brusquement. J'ai pas d'appréhension. Je sais pas du tout, j'ai envie de vous dire, moi, comme tout le monde, oh, j'aimerais tant partir dans mon sommeil. On verra. Franchement, j'y pense pas trop. Et puis, comme je me dis, il y a peut-être une belle surprise après. Ce mystère-là. Si enfin, hein, je pouvais... Parce que moi, je peux pas vous dire ce qui se passe après. Hein. Je ne définis absolument pas cette idée de paradis, d'endroit où on va tous se retrouver, la lumière blanche. Non, je ne veux pas savoir tout ça. J'aime autant avoir une surprise. Donc, ça va. On verra bien jusqu'où. Ça peut arriver demain, hein, je peux me faire renverser dans la rue. Ça, c'est la vie, c'est comme ça. Ça arrive le plus loin possible. Bah oui, et puis comme tout le monde, quoi. La maladie, la souffrance, la déchéance physique, etc. Le fait de faire de la peine aux autres, c'est plutôt ça, moi, qui va m'angoisser. Faire de la peine aux autres, mais voilà. C'est plus, en fait, oui, effectivement, de faire de la peine aux autres. Bon, peut-être que personne ne sera peiné que je m'en ai. Si, j'espère un peu. Non, mais voilà, ça ne fait pas partie vraiment de mes réflexions permanentes. Je peux vous dire, vous avez vu un petit peu mon parcours. Moi, je vis beaucoup au jour le jour. Et puis, quand j'étais petit, c'était ma devise. Hein. Quand j'étais petit, je disais tout le temps à ma mère, je fais qu'est-ce que je veux. Et c'est un peu ce qui m'a guidé dans la vie. Je fais qu'est-ce que je veux, quoi qu'il arrive. Ça se passe bien, ok. Ça se passe mal, ok, j'accepte tout, mais l'important, c'est c'est le moment présent. Ça, pour moi, je vis très très peu dans la projection. C'est peut-être justement le fait d'avoir travaillé dans des milieux où on avait du mal à se projeter sur la réussite des endroits où on créait des choses. On vivait au jour le jour. Hein. Je vous parlais du début de la radio, on vivait au jour le jour. Les débuts de la télé, on vivait au jour le jour. J'ai commencé à présenter des spectacles tout petits où des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, puis après ça a très très bien marché. J'ai commencé le théâtre en amateur et puis maintenant ça va un peu mieux. Moi je vis au jour le jour. Chaque jour m'importe un cadeau. Parfois c'est un cadeau empoisonné, je fais avec. Le lendemain ça ira mieux. Le ici et maintenant, qui est très important aussi dans d'autres religions. Ouais, et sur les planches de théâtre. Je viens vous rejoindre pour conclure l'émission. Déjà. Oui, ça passe vite. À tout de suite, ouais. Laurent, à tout de suite. Laurent, je suis de nouveau en face de vous. Tant mieux. Mieux ? Ah oui, c'est mieux. J'oserais moins dire des bêtises devant vous. Non, c'était... Comment vous avez vécu cette expérience ? Écoutez, super. Très détendant, c'est assez agréable. Voilà, assez agréable. Ouais, non, c'est assez agréable. Vous êtes un peu dévoilé, vous. Ouais, c'est rigolo. Hein. Peur des... Merci pour ce partage, c'est très, effectivement, généreux de votre part, parce que j'ai senti une petite gêne et je ne voulais pas non plus. Non, mais parce que, vous savez, quand j'ai fait ça, j'étais quand même assez jeune. Et puis, les années ont passé. Puis, à un moment donné, quand on me disait « Mais c'est quoi ton tatouage sur l'épaule là ?» Je disais « C'est Maxime Le Forestier. » Ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est Maxime Le Forestier. Parce qu'à un moment donné, je m'étais dit « Mais quand même... » Tu t'es fait tatouer Jésus sur l'épaule, c'est quand même dingue, quoi. Les gens vont me prendre pour... les gens vont me prendre pour... Mais bon, voilà, non, c'est pas une erreur de jeunesse, parce que moi, j'assume tout. C'est courageux. Ouais, mais j'aime bien l'image de Jésus. Il est beau, Jésus. C'est vrai. Et aussi ces médailles. Donc la rue du Bac, c'est un endroit où vous allez régulièrement. Ouais, je trouve ça vraiment... c'est très touristique, on va dire, mais...
Je sais pas, j'aime bien, l'église est toujours pleine, SMS en permanence. Et vous récupérez des médailles miraculeuses? Bien sûr, j'achète des médailles et j'en offre à tout le monde. Et vous les offrez? Ouais, j'en offre. Ouais, j'en offre. Vous en avez une? Non, justement. Ah, c'est pas vrai. Vous en avez... Ah bah faut que je revienne ici alors. Parce qu'elles sont chez moi quand même, je me les trimballe pas sur moi toute la journée. Donc on sait jamais. Je sème des médailles miraculeuses. Non mais j'en parle souvent. Oui. Je suis allé à Fatima, je suis allé à Lourdes, et bien la rue du Bac c'est plus proche pour moi. La Vierge Marie vous accompagne? Oui. Beaucoup? Je lui parle beaucoup, oui. C'est ce que vous disiez dans l'avion et au-delà. C'est marrant parce que j'ai mes gardiennes, anges gardiennes, comme vous voulez, parce que je n'ai pas d'autres mots, mes protectrices. Mais quand je prends l'avion, je m'adresse à la Vierge. C'est ce que vous disiez. Je prie que tout se passe bien, protéger cette carlingue, et puis tous ces enfants, ces femmes, ces hommes, et puis moi. Et bon, pour l'instant, ça s'est toujours bien passé. Et vous avez toujours une médaille miraculeuse sur vous, donc toujours. Elle vous protège. Ouais. Bon, il y a une forme aussi de... J'aime bien provoquer avec ça. Parce que parfois on me dit « Ah bon? Tu as une médaille miraculeuse et puis cette autre croix là, à Jérusalem? Ah bon ?» C'est marrant, hein? Les gens ont pas l'impression qu'on peut avoir un tout petit peu de spiritualité et pourquoi pas avoir comme ça des icônes qui nous protègent? Pourquoi pas? Chacun son truc. Chacun son truc. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage, votre générosité, vraiment. Non. Et je rappelle quand même votre actualité. Voilà. Et si c'était à refaire? Eh ouais. Vous feriez pareil? Je reviens quand vous voulez. J'ai encore plein de trucs à vous raconter. Ah, en plus Bon, vous à partir sur les routes de France, à partir du mois de novembre. Ça, c'est la pièce de théâtre de Laurent Roquier. Et absolument. si c'était à refaire? Mais c'est vrai que c'est un joli titre et une question qu'on peut constamment se poser. Ouais. Vous feriez tout pareil? Tout pareil. Tout pareil. Même aujourd'hui. On reste là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Laurent Petit-Guillaume, merci à vous derrière vos écrans. Vous connaissez l'adresse pour revoir l'émission, ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Merci. Au revoir.